Alors Dominique, je ne vais pas faire sa pub, il a écrit tout un tas de bouquins, c'est ce qui sert d'ailleurs. Vous avez son CV qui circule, vous signez votre feuille de présence dessus, les plus jeunes au fond. Euh, il vient de sortir, alors vous pourrez lire, il y a un nombre assez important de bouquins, mais pour ceux que ça intéresserait, il vient de sortir un livre sur ingénierie et sciences humaines. C'est un vaste sujet chez Lavoisier qui est très récent. Donc merci d'être venu parmi nous par ces temps glacés. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci d'être là parce que c'est vrai que c'est toujours assez surprenant de voir que des gens s'intéressent à ce que je fais, surtout parce qu'ils ne me connaissent pas bien. Voilà, donc le titre de cette conférence s'appelle Facteurs humains et rationalisation du social. Donc, ce qui est une série d'énigmes rassemblées, ce qui n'éclaire pas trop la nature du propos. Alors, si vous avez regardé la petite affiche sérieusement, vous avez vu qu'il y a des guillemets à facteur humain. Donc les guillemets, je ne sais pas trop comment en parler. C'est un peu une double fonction, ça met les choses à l'abri. Une petite barrière autour d'un mot comme ça. Je crois aussi que c'est une barrière de protection contre la nocivité de ce que ces guillemets contiennent. Dans mon cas, en tous les cas, oui, parce que je voudrais insister sur l'idée que le facteur humain n'est pas du tout une invention des sciences humaines, mais elle est une invention des ingénieurs. C'est un concept d'ingénierie facteur humain, voilà, qui apparaît en gros dès le 19e siècle, au moment où on assiste à une sophistication des armes. Et donc c'est une invention des militaires. Donc les militaires estiment que le petit système homme-machine entre une arme et un fantassin, par exemple, devient un système un peu complexe et qu'il faut prendre soin du serveur de l'arme autant que de la technique de l'arme. Et donc, c'est les militaires qui inventent cette notion de facteur humain. Je ne sais pas, c'est quelque chose n'est pas très connu. Et donc, cette notion, comme beaucoup d'inventions militaires, on va la retrouver assez rapidement dans le monde industriel, puisque finalement les industriels progressivement sont confrontés à des systèmes homme-machine, et vous la retrouvez de manière un peu triomphante à partir des années 1950 aux États-Unis, où est créée une revue qui s'appelle Facteur humain, Human Factor, où on explique en gros que l'homme doit être, dès le départ, dans l'introduction du premier numéro, on explique que l'homme doit être à la hauteur des machines qu'on lui confie. Ce qui veut dire qu'il y a une grande suspicion par rapport à cette question de l'humain serveur d'une machine. C'est une suspicion un peu originelle, dès lors que depuis en gros 2 siècles, on peut estimer que la science a rattrapé la technique. Voilà. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'une machine aujourd'hui? C'est une application scientifique, la plupart du temps, c'est une application scientifique. Et puis, comme finalement les machines, grâce à l'éclairage de la science, gagnent en sophistication, gagne aussi en fiabilité, puisqu'on va calculer des résistances, des matériaux, etc. Il y a une espèce de pensée qui prend le dessus sur les autres, qui dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à l'homme la même approche que celle qu'on applique aux machines? Et je crois que la notion de facteur humain vient de là, c'est-à-dire qu'on va finalement aborder la question de la fiabilité humaine sur le modèle des machines. Voilà. Alors je ne sais pas si ça vous parle un peu, cette affaire-là, mais c'est quand même assez lourd de conséquences. C'est quand même assez lourd de conséquences. Donc c'est-à-dire que la notion de facteur humain, c'est une espèce de membrane comme ça. C'est-à-dire que comment j'ai découvert ça? Je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert ça.
j'ai découvert ça à travers une étude qu'on avait menée il y a une dizaine d'années sur la manière dont dans l'industrie sidérurgique, on expliquait les accidents du travail. Voilà, donc c'était la grande époque de l'arbre des causes. Donc j'imagine que tout le monde connaît un peu l'arbre des causes. Donc une invention de Lineris qui avait une ambition très très importante qui était de se sortir d'explications un peu toutes faites de l'accident de travail et notamment de promouvoir la pluricausalité, une notion un peu compliquée, la pluricausalité et surtout de ne pas faire porter le chapeau soit au hasard, soit à la victime, en quelque sorte. Et donc finalement, ce qui était vraiment mis en avant, c'était la notion de facteur humain. Sur certaines branches de causalité, on avait affaire à ce que les ingénieurs de prévention appelaient le facteur humain. Ils essayaient de l'objectiver, ils essayaient de le décrire de manière très intéressante, parce que parfois on décrivait comme cause des choses qui n'existaient pas, ce qui était quand même assez intéressant. Par exemple, on écrivait Monsieur X n'a pas vu son collègue. Voilà une cause, une des causes de l'accident. Alors vous imaginez quand même que, étant de formation philosophique, au départ, ça me pose un peu souci, parce que est-ce que le non-être peut être une cause de l'être? C'est pas du tout évident. Et ça ne posait de problème à personne, cette affaire-là. Donc vous voyez un peu, c'est une notion extrêmement bizarre. Et j'appelle ça une membrane parce que finalement c'est quelque chose sur lequel les gens butaient, et en même temps, si on prenait un peu la peine d'insister, on pouvait pénétrer dans un autre monde, qui cette fois-ci n'était plus le monde du facteur humain, mais qui était le monde de l'humain tout court. Voilà, d'où le titre un peu de cette conférence, Facteur humain et rationalisation du social. Voilà, donc je ne sais pas si c'est relativement clair ce que je dis. Si ce n'est pas clair, il faudrait que vous manifestiez d'une manière ou d'une autre, soit faire preuve de mécontentement, soit au contraire, voilà, c'est ça, vous pouvez siffler, vous pouvez au contraire prendre des airs satisfaits, donc ça me permettra d'avoir un peu de contrepartie par rapport à ce que je dis. Voilà. Voilà. Alors donc, ce dont j'ai parlé ce soir, c'est en gros, enfin ça c'était la commande qu'on m'avait faite, c'était un peu de parler autour de cette notion de facteur humain et de rationalisation du social, de ce que j'ai un peu écrit dans ce livre qui vous a été présenté. Alors je crois qu'il faut, dans un premier temps, opposer, enfin, au moins discuter de ce qu'on appelle l'ingénierie et de ce qu'on appellerait de manière un peu plus générique les sciences humaines au service de quelque chose qui serait la prévention des risques et expliquer en quoi finalement cette affaire-là il y a une incompatibilité absolue. Moi, j'atteins un âge où on commence à avoir des propos absolus, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre en fait, entre l'ingénierie d'un côté et puis les sciences humaines de l'autre. Alors moi, j'assiste en plus, si vous voulez, à partir de mon activité professionnelle, un envahissement de l'ingénierie dans les sciences humaines, ce qui me pose énormément de soucis. Bon. Donc il y aura comme conséquence de faire disparaître les sciences humaines si on n'y fait pas attention. Bon. Déjà que ça a mal commencé, parce que sciences humaines, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Bon. Alors du côté de l'ingénierie, c'est pas très compliqué.
j'ai envie de vous parler du monde des galères. Du monde des galères sous Louis XIV. Bon, pour des raisons un peu familiales, un peu personnelles, puisque un de mes ancêtres, ou plus exactement un ancêtre de ma femme, a galéré 11 ans pour le roi de France. Ce qui m'a amené un peu à m'intéresser dans la tradition familiale à qu'est-ce que c'est que cette affaire d'être galérien. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on y voit effectivement les problèmes qu'ont à résoudre les administrateurs des galères. On y voit effectivement émerger ce qu'on va appeler plus tard le facteur humain et ce qu'on va appeler aussi plus tard l'ingénierie, puisque les grands administrateurs de l'époque sont Turgot, Turenne, Colbert, Vauban, s'intéressent beaucoup à cette question des galères, parce que finalement, ils ont un problème de recrutement. Ils ont un problème de recrutement. Vous voyez ce que c'est une galère? Enfin, j'imagine que vous voyez à peu près ce que c'est. Donc, c'est un bateau qui n'avance pas, qui nécessite une énergie incroyable, qui est lourdement décoré pour montrer la puissance du royaume qui la possède, et qui finalement ne sert à rien parce que le premier navire de guerre qu'elle rencontre, elle se fait couper en 2 ou en 3 selon le tir. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de place dessus. Donc, et ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que la chiourme, ça pue, quoi. Donc vous avez une organisation des galères qui est extrêmement intéressante. Et les premiers, à mon avis, les premiers à réfléchir vraiment à ce que c'est que l'ingénierie humaine, enfin, en tous les cas, à ma connaissance, de manière moderne, sont ces ingénieurs de Louis XIV. Le grand problème qu'ils ont, c'est, en fin de compte, comment organiser rationnellement l'énergie que peuvent déployer les galériens. Donc ça pose énormément de problèmes. Ça pose un problème, c'est un problème de motivation. Le problème de motivation, c'est que galérien, c'est un peu... c'est pas terrible, quoi. On ne se vante pas auprès de son voisin en disant « je suis galérien ». Vous voyez, ça va pas bien. Alors que dès le départ, vous avez eu longtemps sur les galères de Louis XIV des galériens volontaires qui recevaient un peu d'argent, un peu plus que les autres, parce qu'il y avait du boulot là. Donc, après, il y a eu des malfaiteurs. Donc on a puni largement les gens qui ramassaient du sel, enfin les fauçonniers, comme on les appelait à l'époque. Ensuite, on a recruté, entre guillemets, des Turcs, donc des esclaves. On a assez abandonné ça assez rapidement, ça coûtait trop cher. Enfin, je veux dire, le rapport rendement-achat était tout à fait était pas bon. Bien que les Turcs étaient des gens forts, d'ailleurs, l'expression est restée. Et puis finalement, on a aussi recruté des protestants. Et là, ça a été à peu près une catastrophe parce que ces gens-là étaient maigrichons, généralement très cultivés, donc ça n'allait pas du tout. En fait, et le gros problème qu'ont essayé de régler ces gens-là, ça a été de ramener les galériens, les futurs galériens à Marseille sans trop de pertes humaines. Donc ils ont beaucoup calculé, en gros, la ration alimentaire pour pouvoir marcher, traverser la France avec 40 kilos de chêne par personne. Comment est-ce qu'il valait mieux prendre des bateaux à un moment donné pour les mettre dessus, etc. Enfin, mais toujours avec un calcul économique de l'effort qui a été très 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 sophistiqué. Donc j'ai envie de parler de ça pour dire finalement, on a là une réflexion qu'on peut qualifier de pré-ingénierie, mais qui est sans doute une vraie réflexion d'ingénierie, comme celle qui est finalement
En ce moment, il y a une exposition à Paris qui est très, très belle avec ces plans en relief là, de Vauban. On voit bien effectivement que c'est la même démarche, c'est-à-dire que les frontières de la France sont mal foutues pour les défendre, donc on va faire de l'ingénierie défensive. Et pour faire de l'ingénierie défensive, on va finalement reconsidérer la forme des frontières, comme on a reconsidéré à un moment donné la forme, mais cette fois-ci physique, des galériens. Ces deux événements ont quelque chose de commun, me semble-t-il. Ce qu'ils ont de commun, c'est que le travail d'ingénierie a une exigence. C'est de ce qu'on appellera plus tard une exigence de désubjectivation des individus. Ou une désubjectivation des frontières, c'est-à-dire de retirer à ces frontières toute leur histoire, toute leur symbolique, de ne pas considérer les gens qui habitent sur les frontières, ou de les considérer uniquement par rapport à un intérêt supérieur qui est la défense d'un territoire. Et à ce titre-là, ces gens-là peuvent se retrouver hors du territoire. De la même manière, pour organiser les galères, on voit que le cheminement intellectuel, qui est un cheminement qu'on peut déjà qualifier de bureaucrate, c'est un cheminement qui repose sur le calcul, qui repose sur les objectifs qu'on se donne et qui est mené à son terme uniquement à condition que les individus n'existent pas, que les individus soient considérés comme au mieux comme des homo economicus ou des homo énergie, je sais pas quoi, energicus, je sais pas comment on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on va calculer finalement la ration alimentaire du galérien, on va calculer l'angle de tir de la forteresse, et pour réussir cela, on va mettre de côté les humains. Voilà. Je crois que c'est ça la naissance même de la pensée de l'ingénierie. C'est une pensée qui repose sur finalement des données qui se veulent objectives, des objectifs qui se veulent non négociables. Et ensuite, on va s'arranger finalement à faire participer les humains à cela, alors d'une manière ou d'une autre. Bon. Et on voit apparaître dans les deux cas des choses assez étonnantes, qui sont des espèces de réactions à ça. Les galériens ont été de grands commerçants. Les galériens ont été de grands entrepreneurs. Ils ont fait vivre la ville de Marseille pendant plus d'un siècle. Puisqu'ils n'étaient pas tout le temps en mer et que quand ils étaient à terre, finalement, ça devenait presque des citoyens à part entière, mais en dehors même de l'organisation des galères. Voilà. Donc il y en a qui créaient des entreprises. Les frontaliers ont été des contrebandiers. Parce que d'une certaine manière, ils se sont retrouvés dans des circonstances où ils ont pu faire un peu de contrebande, alors que jusqu'à présent, ils ne faisaient pas de contrebande. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on voit bien qu'il y a tout le temps quelque chose qui résiste à l'ingénierie et que, d'une certaine manière, les sciences humaines rendent compte de ça. Il me semble que les sciences humaines rendent compte de ça. C'est-à-dire que les sciences humaines peuvent... ce qui les fonde profondément, c'est qu'elles ont une position critique qu'on leur reproche. Elles ont une position critique. Et cette position critique, elle est complètement fondamentale, me semble-t-il, parce que elle se nomme sciences humaines. Ça veut dire que si elle se nommait autrement, peut-être que la position critique ne serait pas nécessaire. Alors, le problème des sciences humaines, c'est qu'elles apparaissent souvent comme l'ennemi de l'ingénierie, de par leur posture critique. Ou alors, on va les appeler pour collaborer à l'ingénierie.
il y a 8 jours, j'ai été appelé par une association qui travaille dans le secteur des énergies renouvelables, donc qui avait proposé un dossier de financement à l'ADEME, et l'ADEME a retoqué le projet en disant vous n'avez pas de volet sciences humaines. Donc voilà, comme on est un peu connu, automatiquement on nous a appelés en disant ah oui, travaillez sciences humaines, c'est bien, on a besoin de vous. Et donc je me suis retrouvé face à une dame qui est ingénieure de projet et qui me dit oui, vous comprenez, en fait notre problème, enfin ce qu'on nous a fait comprendre, c'est qu'on n'avait pas un volet qui s'appelle acceptabilité sociale. Voilà. Alors, acceptabilité sociale, c'est intéressant comme terme. C'est un néologisme américain, puisque c'est social acceptability en américain. Et ça veut dire, en fin de compte, si on met quelque chose là en place, comment la population va réagir. Donc il faut qu'on apporte des certitudes, c'est ce que j'ai compris dans tous les cas, il faut qu'on apporte des certitudes sur le fait que la population réagira bien. Voilà. Soyons positifs, c'est-à-dire en fin de compte qu'elle ne réagira pas. Voilà. Donc après, effectivement, donc on nous prête en tant que scientifique humain, on nous prête des dons de prédiction. Tu vois, au même titre qu'on prête à un physicien des dons de prédiction sur la chute des graves, comme on disait du temps de Louis XIV. Donc on dit, vous êtes sûr qu'ils vont pas tout casser alors, parce que vous comprenez, si vous nous dites qu'ils vont tout casser, on va faire notre truc en douce. Voilà, tu vois, plutôt que de promouvoir une technologie, on va faire croire que c'est pas celle-là, que c'en est une autre, puis tout ira bien, quoi. Mais c'est un peu dommage, parce que si on fait ça, on ne sera pas financé par l'ADEME. Enfin, voilà. Donc ces gens-là sont pris dans des choses très très compliquées, c'est-à-dire promouvoir des technologies dont ils pensent qu'elles peuvent être dangereuses, mais prometteuses d'avenir, et en même temps essayer de passer en douce parce que on ne sait pas très bien comment vont réagir les populations. Je sens que ça vous passionne, cette affaire-là. Alors, donc moi j'ai dit, non, c'est peut-être pas comme ça qu'on va s'y prendre. Donc, nous, on veut bien travailler avec vous, parce que de toute façon, on est bien obligé de se contenter de ce genre de demande quand on fait les sciences humaines. On veut bien travailler avec vous, mais on ne va pas travailler comme ça. Alors ils m'ont dit, mais comment vous allez travailler ? Écoutez, on va travailler de manière assez simple, c'est-à-dire qu'on va essayer de contacter les populations concernées. On va essayer de les intéresser à votre projet. On va essayer de discuter on va essayer de vous mettre en discussion avec vous. Et puis, peut-être que vous inventerez un projet acceptable à la fois pour vous et pour eux, ou pour elles. Alors, elle m'a dit, ah oui, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que vous allez être là tout le temps du projet. Ah oui, on va être là tout le temps du projet. Et vous allez nous coûter cher. Ah bah oui, on va vous coûter cher, bien évidemment. Parce que nous, on avait pensé une petite enquête, tu vois, au départ, sur les représentations. Voilà, c'est faire du business, faire des enquêtes sur les représentations, tu vois. Avec l'idée que les représentations sociales, c'est des espèces d'imagos comme ça qu'on se balade dans la tête, tu vois, et qui nous font agir d'une certaine manière. J'insiste un peu lourdement pour vous montrer qu'il y a une incompatibilité totale entre l'ingénierie et les sciences humaines. Enfin, ce que j'appelle les sciences humaines. Parce que c'est vrai que les sciences humaines en France ne sont pas toujours aujourd'hui très... Enfin, elles ont du mal, quoi. Elles ont du mal, et finalement nous avons aujourd'hui des collègues qui se voient très bien dans la peau d'ingénieurs en sciences humaines. Voilà. Bien.
Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement l'ingénierie? Bon, l'ingénierie, je pense que c'est... moi, je parle souvent d'ingénierie sociale. Voilà, c'est-à-dire que finalement, c'est une pensée de type fonctionnaliste, c'est-à-dire qui est construite comme une machine, voilà, qui est enseignée d'ailleurs comme on enseignerait les sciences mécaniques, et qui s'appuie sur l'existence de rapports de causalité sans retour critique, c'est-à-dire scientifique, sur le fondement même de ces causalités. Alors, ce qui veut dire que dans un ouvrage précédent, j'avais distingué plusieurs types de certitudes. Donc les certitudes explicatives, c'est celle de la science, bon, à un moment donné, c'est-à-dire que on va dégager des savoirs certains à partir d'hypothèses qu'on va vérifier à travers une expérience. C'est ça que j'appelle une certitude explicative. C'est-à-dire que si je lâche le stylo, voilà, il va tomber. Enfin, voilà, c'est une pensée scientifique, ça. C'est pas. Il y a très peu de chances qu'il reste en l'air. Bon, enfin, il me semble. Hein, enfin, bon. Sauf peut-être en fin de soirée un peu arrosé. Enfin, bon, mais il y a quand même très peu de chances qu'il tombe en l'air. Bon. Et en même temps, il y a une histoire des sciences, donc ça veut dire qu'un jour, peut-être qu'on expliquera les choses autrement. Bon. En tous les cas, il y a des certitudes scientifiques. C'est-à-dire des certitudes explicatives, c'est des explications à forte tendance prédictive. Vous comprenez ? Si je construis un avion, je déploie suffisamment de certitudes explicatives pour être à peu près sûr que cet avion-là va bien décoller. Vous comprenez ? Alors on peut effectivement prendre les humains comme des matériaux. C'est-à-dire, je pense qu'ici, il y a des gens qui savent très bien que si je passe ma vie à sauter sur un pied, il y a des chances que ça se termine mal. Je me retourne vers vous. Hein. Je n'ai pas dit de bêtises, là. Il y a des chances que ça se termine mal quand même, parce que j'aurai un usage un peu excessif de ce pied. Donc voilà, donc je vais être confronté à des problèmes, j'imagine, d'usure du pied ou d'usure de ce qui tient le pied au corps. Voilà. Ça, ce sont des certitudes explicatives. Bon. Alors, j'ai dégagé aussi d'autres certitudes que j'appelle des certitudes pratiques. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire de la science du pied pour savoir ça. Je peux le savoir par expérience, parce que j'ai effectivement passé 3 heures à sauter et j'ai mal aux pieds. Quoi. Donc à un moment donné, je vais établir une certitude empirique, une certitude pratique, qui est liée finalement à la compréhension que je me fais de l'action que j'engage. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien, tout va très bien. C'est-à-dire que je pense à des travaux extrêmement intéressants en anthropologie des risques. On dit finalement, c'est pas forcément la peine d'expliquer la nature des dangers pour que les gens prennent des précautions. Bon, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui quand on fait de l'ingénierie de prévention. On est plutôt fabriqué à l'envers. On dit maintenant, on va expliquer aux gens que c'est dangereux. Sous-entendu comme s'ils ne savaient pas. Ce que je vous dis est sans doute un peu choquant, mais tant pis. Et puis, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ce qui m'intéresse, c'est les certitudes que j'appelle explicatives en apparence.
Voilà. Et j'ai constaté, plus ça va, plus finalement l'ingénierie repose sur des certitudes explicatives en apparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a le goût de la science, ça a le goût de la connaissance, mais dans le fond, nous ne sommes que dans des registres idéologiques, donc des registres de représentation, où on se fabrique des certitudes un peu peureusement. Par exemple, bon, moi j'ai peu de sympathie pour les sciences de gestion, vous m'aurez compris. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de sympathie pour les gestionnaires. J'espère que là aussi vous me comprenez. Mais par exemple, on vous dit, et ça ne se discute pas, que pour qu'un projet puisse être approprié, il faut faire participer les gens à ce projet. Voilà une certitude explicative en apparence. Parce que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Voilà. Alors vous voyez bien que les ingénieurs, quand ils s'intéressent à un projet technique, ils ont un peu propension à réutiliser leur stratégie intellectuelle pour essayer de voir comment ce projet-là peut exister dans le monde des humains. Donc voilà, alors vous avez aujourd'hui énormément de projets, puisque c'est un peu la figure dominante de l'ingénierie, qui finalement applique à ce que d'ailleurs les ingénieurs appellent l'acceptabilité sociale, des modes de pensée d'ingénierie. Donc ça se mord vraiment la queue, cette affaire-là. Voilà. Donc on va faire des typologies, il y a les emmerdeurs, il y a ceux qui sont parties prenantes. Alors comment traiter les emmerdeurs, comment traiter les parties prenantes. Vous voyez, et ce phénomène n'est qu'un, pour moi en tous les cas, ne correspond de plus en plus à finalement ce que j'appelle une ingénierie de l'humain. Une ingénierie de l'humain. Voilà. Ça va ? Bien. Alors, donc ça, ce serait plutôt l'ingénierie, c'est-à-dire une forte tendance de la question de la causalité, le goût pour la prédiction, et tout ça justifié par des modes de raisonnement empruntés aux sciences, à la science, à la raison, et à une raison particulière qu'on appelle la rationalité instrumentale. C'est-à-dire ce rapport cause-conséquence. Si je fais ça, il va se passer ça. Bon. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette rationalité instrumentale, elle est également présente dans d'autres domaines que ceux de la technique, au sens des techniques appliquées, au sens des sciences appliquées des ingénieurs. Donc je vais passer maintenant du côté des sciences humaines. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire des sciences humaines ? Bon. Je dirais malheureusement, on pourrait dire qu'elles ont aussi une propension à se légitimer sur le mode des sciences tout court. Bon, ça, c'est leur histoire. Elles sont nées au XIXe siècle, en pleine vision positiviste des choses, et tout d'un coup, voilà, on va s'occuper de la culture humaine, pour parler très simplement. J'ose pas parler de la civilisation, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On va parler de la culture humaine, mais on va parler de la culture humaine sérieusement. Sérieusement. C'est-à-dire qu'on va objectiver cette culture humaine. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va la déculturer. On va la déculturer. Voilà. Alors, je prends un exemple, mais bon, c'est un peu le b.a.-ba.
c'est la fameuse formule de Durkheim, donc, qui, vous le savez, est un peu à l'origine de la sociologie moderne, qui dit qu'il faut regarder les faits sociaux comme des choses. Voilà, des choses. Alors vous avez après un autre grand fondateur des sciences humaines, mais qui mérite d'être vraiment lu de très près, qui dit il faut désenchanter le monde. C'est-à-dire que c'est un peu la même formule, sauf qu'elle elle est allemande. La première est française, la deuxième est allemande. La première est française, c'est Durkheim, qui voit effectivement la fabrication de la société comme en tous les cas, qui exige d'expliquer la société comme on expliquerait la matière organique. Voilà. Et donc qui, mine de rien, procède à ce que d'autres ont appelé une réification de l'humain. Moi, ce que je considère être comme une réification de l'humain, c'est l'idée de prendre les humains pour des choses. Voilà. Comme des choses déterminées. Comme des choses déterminées. Ok ? Donc, qu'est-ce que demande l'ingénierie ? Qu'on les aide à y voir clair là-dedans. Alors Weber, donc, puisque les enchantements du monde, c'est Weber, à la même époque, outre-Rhin, donc des gens qui ne se connaissent pas, hein, pour des raisons historiques, qui ne veulent pas se connaître en tous les cas, qui ne se rencontrent pas. Bon. Weber a été traduit en France à partir des années 1970. Pour montrer quand même qu'il y a les amitiés franco-allemandes, c'est pas toujours simple. Weber dit autre chose. Il dit, en fin de compte, l'homme n'est pas déterminé comme l'entendrait Durkheim, c'est-à-dire, qu'est-ce que dit Durkheim en disant finalement, un fait social, c'est extérieur à la conscience humaine. Ouais. C'est-à-dire que quand j'achète un disque qui me plaît, le processus d'achat de ce disque m'échappe. Je crois l'acheter par goût. En fait, je l'achète de par ma position sociale. En gros, c'est Durkheim. Enfin, c'est Durkheim revu par Bourdieu. Voilà. Bourdieu du début de sa vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il constate que finalement, dans les milieux populaires, quand on gagne un peu plus d'argent, bon, c'était un autre temps, hein, quand on gagne un peu plus d'argent, il y a une espèce d'obligation à acheter de la musique classique. Et il constate, preuve à l'appui, que le premier disque qu'achètent les classes ouvrières lorsqu'elles accèdent à la musique classique, c'est le boléro de Ravel. Voilà. Alors après, voilà. Donc il y a une sociologie du plaisir, une sociologie du goût. Bon, on voit bien, c'est pas idiot. Enfin, moi, je suis pas anti-bourdieusien, je trouve que c'est pas idiot. Mais ça pose un peu problème quand même. Ça pose un peu problème. Alors Weber n'est pas du tout là-dedans. Weber est un peu ailleurs. Il dit, dans le fond, en fait, il n'y a pas de faits sociaux. Il y a une influence réciproque des uns sur les autres. C'est-à-dire que nous passons notre temps à nous mobiliser les uns les autres. Voilà. Et donc cet effort de mobilisation des uns des autres, en gros, c'est ce qu'on appelle la culture. Voilà. Donc vous voyez bien que, en fin de compte, ce qui va caractériser
les sciences humaines par rapport à l'ingénierie, c'est des notions très différentes. La notion de complexité, la notion de totalité. L'anthropologie a découvert la totalité, c'est-à-dire que tout est dans tout, tout est lié. Voilà. Que le design de ce stylo, il renvoie à bien autre chose qu'à des questions techniques, qui renvoie à des questions de prestige social, à des questions de goût, et que tout cela n'est pas forcément intentionnel. Enfin, je veux dire que l'intentionnalité n'est pas forcément contenue dans le... Cette intentionnalité, en tous les cas, n'est pas contenue forcément dans le stylo. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit. Voilà. C'est-à-dire que je pense que la notion essentielle qui caractérise le savoir des sciences humaines, c'est cette notion de construction. Cette notion de complexité, cette notion de totalité, cette question d'interaction, cette question d'évidence, mais aussi cette question de doute, de croyance et d'intention. C'est-à-dire que quand je m'adresse à quelqu'un, je ne suis pas un ingénieur, au sens je ne suis pas un stratège. Alors quand je parle d'ingénieur, entendons-nous bien, je ne stigmatise pas les ingénieurs, hein, je stigmatise la pensée de l'ingénierie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas un stratège, mais j'ai des intentions. Et ces intentions, elles rappellent quelque chose à l'autre. Je prends l'exemple de chez Weber, qui me paraît tout à fait étonnant. J'arrête pas de parler de ça depuis des années, mais tant pis. Vous avez dans Économie et Société un tout petit passage extrêmement fondateur, en tous les cas, à mon avis, des sciences humaines, qui est, voilà, la situation est simple, nous sommes au début du siècle, et deux cyclistes se rencontrent sur un chemin de campagne. Comment vont-ils faire pour ne pas se heurter? Voilà, à quoi on s'intéresse, voilà ce à quoi nous paye, l'État nous paye pour nous intéresser à ça. Enfin bon, je ne suis pas sûr. Alors vous avez une idée comment font les cyclistes pour ne pas se heurter? Alors on va parler ingénierie, en disant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que ce serait que l'ingénierie? L'ingénierie, ce serait de comprendre, décrire la situation dans laquelle on se trouve. État des lieux. Deux cyclistes sont sur la route et son chemin, ils vont se croiser. Faisons l'état des lieux. Mesurons la largeur de la route. Mesurons la vitesse des cyclistes. Vous savez, ça vous rappelle les souvenirs de mathématiques, tu vois, les trains qui se croisent, tout ça. Bon. Mesurons l'état des freins. Mesurons les chances, les risques de se heurter. Voilà. Donc on va faire du data mining. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les situations où deux cyclistes se sont rencontrés et on va s'apercevoir que les cyclistes se heurtent dans 5% des cas. Enfin, je dis n'importe quoi. Et donc de cela, on va en tirer des conclusions sur la suite. Voilà. Je crois que l'ingénierie doit beaucoup au développement des sciences statistiques du 19e siècle. Bon. La santé publique aussi, d'ailleurs. Bon. Et alors, donc, pendant qu'on fait tout ça, il y a les cyclistes qui avancent l'un vers l'autre. Voilà.
Donc on va écrire une procédure. On va écrire une procédure de croisement des cyclistes. Ça va s'appeler, quelques années après, le code de la route. On va éduquer les cyclistes à ce code de la route en leur expliquant les raisons pour lesquelles cette procédure est indispensable. Voilà. Donc moi, dans une enquête, j'ai rencontré un jour un chauffard qui m'a dit ouais, vous comprenez, les statistiques m'ont appris une chose, c'est que plus je traverse vite un croisement, moins j'ai de chances de rencontrer une voiture. C'est indémontable, cette affaire. C'est un argument indémontable. C'est-à-dire, plus vous allez vite, moins vous avez de chances de rencontrer une voiture. Bon. Évidemment, si vous la rencontrez, c'est autre chose. Mais c'est pas grave, puisque vous avez peu de chances de la rencontrer. Voilà, ce que j'appelle... Et en plus rajoutant, vous comprenez, si je vous dis ça, c'est parce que j'en ai l'expérience. Et je peux vous dire que ça marche, puisque je suis là. Aujourd'hui. Ce n'est pas une invention, hein. Je vous assure que ce n'est pas une invention. C'est un merveilleux entretien que j'ai eu un jour avec un automobiliste. Voilà. Continuons, les cyclistes. Vous voulez bien qu'on continue les cyclistes? Voilà. Alors Weber dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit, dans le fond, c'est pas ça qui se passe. Pourquoi est-ce que les cyclistes se rencontrent? Pas. C'est parce que, en gros, je traduis ça dans mes termes à moi. Ils sont ensemble. Ils ont des rapports institués. Ils ont des rapports institués, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ils ont la capacité d'anticiper de manière stable et réciproque sur leur comportement. D'où ils tiennent ça? D'où ils tiennent ça? Voilà. Alors, les comportementalistes vont aller voir du côté des signes invisibles, tu vois. En fait, en fin de compte, ils savent, ils voient bien des choses, tu vois. Mais peut-être qu'il faut d'abord aller voir du côté de l'idée que ces gens-là, pour reprendre une formule philosophique, celle d'Heidegger, que ces gens-là, ils habitent le même monde. Ils habitent le même monde. C'est une belle formule. Ils habitent le même monde. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils partagent une vision du monde qui leur fournit les informations qui vont faire qu'à un moment donné, ils ne vont pas se heurter. Et vous voyez, on fait tous cette expérience-là. On a tous heurté des gens sur un trottoir. Enfin, moi, ça m'arrive souvent. J'imagine que vous aussi, tu vois. Et c'est très étonnant quand on regarde ça avec un regard un peu phénoménologique. De quoi s'agit-il, tu vois? Donc tu vois quelqu'un devant toi là-bas, et tu te dis à un moment donné, c'est fulgurant. Tu te dis à un moment donné, quoi que je fasse, ça va mal se passer. Tu vois? Alors, t'anticipes. Mais t'anticipes sur quoi? Pour que ça se passe bien? Ben non, t'anticipes pour que ça se passe mal, en fait. C'est la puissance de l'intention, parce que finalement, tu te dis, voilà, je le vois partir à gauche, je vais partir à droite. Tu vois? Vous avez tous connu ça, j'imagine. Ou il n'y a que moi qui connais ça, non? Voilà. Et puis alors, tu vois effectivement que l'autre, il pense que tu vas partir à droite, donc finalement, il arrête de partir à gauche pour partir à droite. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, il faut absolument que je parte à gauche. Tu vois? Et en même temps, tu continues à avancer, tu vois, parce que tu es quand même dans une épaisseur civilisationnelle, tu vois, de l'être ensemble. Et donc, tu avances et boum, voilà. Et tu dis, excusez-moi, voilà. Voilà. Donc, tu rétablis quelque chose de l'anticipation stable et réciproque, qui est l'excuse. Bon.
Eh ben ça, c'est une autre manière de voir l'humain. C'est une autre manière de voir l'humain. C'est celle que exprime un peu Weber en disant finalement que ce qui caractérise profondément les humains, c'est leur appartenance à des mondes communs. Alors c'est pas lui qui dit monde, c'est quelqu'un de plus tard. À des mondes communs. Voilà. Alors que la pensée de l'ingénierie, elle se dispense de ça. Elle se dispense de ça parce que l'ingénierie, c'est inventer un monde dans lequel vont être convoqués les humains. Vous comprenez ? Et on va mesurer quoi ? Au mieux l'acceptabilité sociale de ce monde. Alors évidemment, le facteur humain, de ce point de vue-là, apparaît comme une invention de l'ingénierie. Vous comprenez ? C'est parce qu'on a inventé un monde dans lequel il n'y a pas d'humain qu'on est obligé à un moment donné de convoquer quelque chose qu'on va appeler le facteur humain. Mais on ne convoque pas les humains, on convoque le facteur humain. Ça veut dire quoi ? Vous avez tous fait un peu de mathématiques, j'imagine, peut-être même beaucoup. X facteur de Y. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'humain, ce que je viens de décrire, comme j'ai pu, à travers le fait que les cyclistes ne se heurtent pas, est réduit à un facteur de réussite du projet de l'ingénierie. Vous comprenez ? Donc on va aborder l'humain à travers la possibilité de le connaître d'une certaine manière. Voilà. J'avais apporté une petite citation, si vous me permettez. De toute façon, je peux me permettre, parce que vous n'allez pas me dire non. Que j'ai extrait d'un ouvrage de Winnicott qui s'appelle Le jeu et la réalité. Winnicott est un psychiatre anglais. Bon. Et il dit voilà, lorsque nous considérons la vie des êtres humains, il y a des gens qui aiment penser superficiellement, donc nous, par exemple, en termes de comportement, en termes de réflexe, conditionnés, en termes de conditionnement. Par opposition, dit-il un peu plus loin, à ceux, donc d'autres gens, peut-être nous, qui mettons l'accent sur la vie interne. Tu vois ? Donc, soit je ça vous embête peut-être, mon histoire de cycliste. Non, ça va. Soit je mets le cycliste qui arrive en face de moi en équation. X facteur de Y. Tu vois ? Et je veux dire, ce cycliste, il a une apparence qui me fait dire, quand je retourne dans ma base de données, qu'il y a 95% de chances qu'il prenne à gauche. Donc j'ai intérêt à prendre à droite. Oui ? C'est ça le facteur humain. Il y a même un grand ergonome dont je tairai le nom par pitié, qui à un moment donné écrit dans un ouvrage destiné aux entreprises PME de la Communauté européenne que l'humain, en fin de compte, il faudrait qu'il soit aussi stable que les machines. Voilà. Alors quand on lui dit qu'il a écrit ça, il dit non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voyez le contexte. Alors tu prends le contexte, tu t'aperçois que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire, quoi. Voilà. Alors il dit bah oui, mais maintenant je pense plus ça. Bon, c'est bien. Enfin il l'a dit.
Alors, donc tu trouves ça dans le guide de direction de l'entreprise, et tu as dans la marge un petit smile dès que tu as affaire à un problème de facteur humain. Tu vois. Donc c'est un peu attention, facteur humain. Raisonnons, facteur humain. Bon, je continue. Winnicott. Il dit, moi, Winnicott, j'essaye de me situer entre ces deux extrêmes. Et il continue. Si nous pensons à notre manière de vivre, donc la nôtre, nous trouverons que nous passons la plupart de notre temps ni à faire des choses, ni à être dans la contemplation. Tu vois ? Faire des choses, c'est comportement. Hein. Ni dans la contemplation, ça c'est la vie interne. Mais finalement, on est presque jamais dans l'un ou dans l'autre. Moi, je suis assez d'accord avec ça, tu vois. Mais alors, il rajoute quelque chose qui est absolument essentiel. Mais nous sommes quelque part ailleurs. Alors, il rajoute 2 points. Où ? Point d'interrogation. Voilà. Ça valait le coup de se déplacer pour entendre ça, tu vois. Alors, si vous voulez bien, je voudrais un tout petit peu compléter quand même, parce que je ne voudrais pas laisser Winnicott dans cet état-là. Je voudrais un tout petit peu compléter cette affaire-là par juste un petit rappel de où sommes-nous. Et surtout, terminer avant de poser des questions, si vous avez des questions ou des remarques, plutôt des remarques, je préférais que des questions, parce que les questions, je n'ai pas forcément de réponse. Les remarques, on peut s'en expliquer. Winnicott, il distingue en fin de compte un petit peu trois dimensions de l'humain. Si je les retrouve, ce sera encore mieux. La première dimension, là je prends un risque parce que j'avance vers le fait que je ne vais pas les retrouver. Voilà. La première dimension, il dit chaque mot a son importance. La réalité psychique personnelle. Voilà. Nous sommes dans notre monde. Bon. Alors, c'est grave, quoi. Enfin, la situation est grave, monsieur l'ingénieur. Si chacun est dans son monde. Voilà. Mais il rajoute quelque chose d'assez intéressant. Il dit nous sommes un peu dans le monde avec les autres. C'est-à-dire que ce monde-là, ce n'est pas un monde qui nous est donné, c'est un monde que nous fabriquons ensemble. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure avant la conférence de l'importance pour les sciences humaines de produire des récits plutôt que de produire des connaissances. Nous sommes avec les autres dans ce monde. Et parce que nous sommes avec les autres, nous pouvons nous intéresser à ce qui n'est pas forcément les autres, mais dans notre environnement, le non-humain. Voilà. On va avoir des idées un peu sur tout, comme ça, mais ensemble. Voilà. Et puis, il rajoute une dernière chose. Là, je voulais en parler à propos notamment de la situation actuelle, du débat intellectuel d'aujourd'hui en France. Il dit nous sommes également dans une ère à IRE de l'expérience culturelle. Nous sommes dans une ère de l'expérience culturelle qui commence, dit-il, avec le jeu, J-E-U. Qui commence avec le jeu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que nous partageons, c'est le jeu. J'ai vu des choses étonnantes. Si vous vous intéressez un peu à la sociologie du travail, si vous interrogez un peu à la sécurité au travail, repérez, enfin j'imagine que vous l'avez déjà fait,
que nous ne supportons les dangers que souvent à travers le jeu. Tu vois ? Moi, j'ai rencontré, ça c'est connu, hein, mais j'ai rencontré des conducteurs de pelleteuses qui jouent à ça. Tu vois ? Voilà. Qui essayent de voir jusqu'où on peut aller. Tu sais, quand tu as 3-4 pelleteuses qui tournent ensemble, là, tu vois. En fait, tu as l'impression que les mecs sont hyper rationnels. Ils sont hyper rationnels. Mais ils jouent aussi. Un peu comme le chauffard de tout à l'heure. Il nous est rien arrivé. Voilà. Il travaille aussi, ce qu'on appelle au cul. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là. Il travaille au cul. Alors, travailler au cul, ça veut dire quand tu es au bord du trou, là, tu vois, avec ta pelleteuse, tu enfonces la pelleteuse, et puis tu remontes la terre dans la pelleteuse que quand tu sens que l'arrière de la pelleteuse commence à se soulever. Si tu fais pas ça, tu es à moins que rien, quoi. Hein ? Mais bon, tu n'as jamais une vraie certitude de ce qui va se passer quand même. Tu vois. Mais si tu ramasses, si tu travailles dans la sécurité, ça ne marche pas bien. Enfin, je veux dire que euh, euh, la vie interpersonnelle en prend un coup. Alors voilà, il dit le jeu, il dit les arts, l'art. Il y a des beaux accidents. Voilà. Il y a des belles fractures. Voilà. Les mythes. Parce que c'est un mythe, un mensonge partagé. Voilà. Complètement fondateur de l'être ensemble. Alors ça me fait plaisir. Il rajoute la lente progression de la pensée philosophique. L'ère culturelle. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de penser qui nous sommes ? Voilà. C'est un vrai programme de prévention des risques, ça, me semble-t-il. Les mystères des mathématiques. Et il termine les institutions sociales et de la religion. Et je voudrais terminer avec juste cette idée que je mets un peu en débat, qui est que l'ingénierie, depuis 200 ans, s'en est prise de manière massive au travail. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je pense qu'une des raisons de la désinstitutionnalisation du travail, c'est la puissance de la pensée de l'ingénierie. Voilà. Je m'explique. Vous avez une philosophe allemande qui s'appelle Hannah Arendt, que vous connaissez sans doute, qui dès les années 1950 pose la question un peu de ça. Elle distingue le travail de l'œuvre et de l'action. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Le travail, elle dit, c'est ce qu'on fait pour produire des objets qu'on consomme. Voilà. Elle dit, ça appartient à l'espace domestique, ça. L'exemple qu'on peut prendre, c'est faire la cuisine. Faire la cuisine, c'est faire du travail, c'est travailler. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre ambition que de produire quelque chose que nous allons consommer. Moi, j'avais une mère, une grand-mère qui n'aimait pas les restes. Tu vois ? Et je crois que le vrai savoir-faire, à l'époque de ma mère et de ma grand-mère, c'était de cuisiner pour pas qu'il y ait de restes. Ouais. Voilà. Alors, il ne fait pas de reste du tout, ni de reste collectif, ni de reste dans l'assiette individuelle. Bon. Et ça, je trouve que c'est une très très belle illustration de ce que dit Hannah Arendt.
Et elle rajoute, en fait, le gros problème de la société moderne, c'est que ce travail-là s'est étendu progressivement à la sphère publique. Et donc, quand ça s'étend à la sphère publique, en fin de compte, on voit apparaître la production sans fin, la productivité sans fin, et on voit en même temps apparaître la consommation sans fin. Et en tous les cas, l'idée que pour que ça marche, il faut consommer des choses qui sont produites sans fin. Voilà. Donc vous avez une espèce de confiscation de l'espace domestique par l'espace public. Voilà. Aujourd'hui, le premier et le dernier mot, c'est la relance. Tu vois ? Alors que peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, chic, ça marche pas. Ben non. Il faut que ça remarche de cette manière-là. Tu vois ? Ce qui fait que quand tu vas à Durban, tu n'as plus personne, parce que les conséquences de l'activité économique n'intéressent plus personne. Tu vois, ça s'est fait en 2 ans. Plus personne ne parle, ça n'intéresse plus personne de parler de conséquences écologiques de l'activité économique. Ça n'intéresse plus personne. Alors qu'il y a 2 ans, on ne parlait que de ça. Oui, c'est intéressant. Bon. Alors, elle dit le travail. Alors, il faudrait que le travail revienne dans l'espace privé, dans l'espace domestique. Elle dit ça de manière très intelligente dans les années 50. Parce que seul l'espace domestique peut réguler la production. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'espace domestique ? C'est finalement des personnes qui ont des raisons profondes d'être ensemble. Tu vois ? Dans une entreprise, tu n'as pas de raison d'être ensemble. De moins en moins, me semble-t-il. Bon. Elle rajoute l'œuvre. L'œuvre, c'est ce qui nous fait exister. C'est ce qui nous fait exister. Le travail ne nous fait pas exister. Alors, on peut exister en douce. On peut exister en douce. Quand ma mère ou ma grand-mère faisaient le ménage, ça ne les faisait pas exister parce que tout le monde s'en foutait. Tu vois ? Ce qu'on pouvait remarquer, ceux qui ne faisaient pas le ménage, c'était c'est propre ou c'est sale. Mais on ne remarquait pas que c'était propre, on remarquait quand c'était sale. Ouais. Et donc, bien évidemment, que ce qui faisait exister ma mère et ma grand-mère, c'était que, entre elles œuvraient. Il y a un terme extrêmement ambigu, la main d'œuvre, hein, qu'on considère aujourd'hui justement comme le travail le plus pauvre. La main d'œuvre, très très belle expression, la main d'œuvre. Voilà. C'est la main de l'artiste, la main d'œuvre. Voilà. C'est pas moi ça. Et puis elle rajoutait, alors, l'action, le travail, l'œuvre, l'action. Qu'est-ce que c'est que l'action ? L'action, c'est ce qui nous fait être ensemble. Et donc pour elle, c'est la politique. L'action politique, la police, l'être ensemble. Voilà. Et elle dit, d'où le titre de cette conférence que je termine, toute cette affaire-là aujourd'hui est confondue. Ces 3 dimensions dont on trouve les traces dans toute la pensée philosophique occidentale sont aujourd'hui confondues. Elles sont totalement confondues. Voilà. Qu'est-ce que c'est que de produire la politique ? Qu'est-ce que c'est que de faire la politique aujourd'hui ? C'est produire des données. C'est produire des électeurs. Mais ce n'est pas produire de l'être ensemble. Vous comprenez ? Chercher à motiver le personnel dans une entreprise, c'est
utiliser les ressorts du travail dans un espace qui n'est pas celui de la domesticité. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce qu'on va oublier, c'est les raisons d'être ensemble. Voilà. Et donc, pour reprendre un autre auteur, je dirais que finalement, cette ingénierie qui s'impose à nous de plus en plus, c'est ce que Castoriadis, en tous les cas, je pense que c'est ce que Castoriadis veut dire lorsqu'il parle de l'ère de l'insignifiance, au sens profond du terme, c'est-à-dire que cette affaire ne signifie plus rien. Voilà. Merci de votre attention. Bien, bah écoutez, c'est le moment des, des questions ou ce que tu disais, de la controverse, non? Des remarques. Voilà. Donc vous serez les bienvenus si vous posez vos remarques ou vos questions. On vous encourage à le faire, bien évidemment. Donc finalement, ce que tu as fait, tu as expliqué ton titre. Ton titre. Ah bah tout à fait. Et j'aimerais bien, si tu veux, est-ce que tu pourrais préciser, à un moment donné, tu as parlé de l'approche participative. Si, tu as parlé de l'approche participative en disant que c'est pas parce qu'on fait l'approche participative que les salariés vont adhérer au projet. C'est ça? Tu voudrais développer? Parce que je trouve que c'est très intéressant, cette idée-là. Oui, je veux bien développer. Je vais peut-être te raconter une histoire. Je vais raconter une histoire. C'est mieux, non? Surtout en récit. Ouais, je vais vous raconter une histoire que j'ai eu l'occasion de comprendre à travers une intervention sociologique pour un service d'action sociale il y a une quinzaine d'années. Conduite de projet exemplaire. Conduite de projet exemplaire. Il faut améliorer le service social de la mairie. Qui peut améliorer le service social de la mairie? Réponse, ceux qui travaillent dans le service social de la mairie. Conduite exemplaire. Conduite exemplaire. On fait venir un consultant. Ce consultant est un spécialiste de la conduite de projet. J'espère que vous sentez l'humour de mon propos. C'est un spécialiste de la conduite de projet. C'est-à-dire qu'à l'école, aujourd'hui, quand on demande à des enfants « Qu'est-ce que fait ton papa? Qu'est-ce que fait ta maman ?» Il y en a qui disent « Mon papa, c'est un conducteur de projet. » Et donc, si l'enseignant est un peu pervers, s'il lui demande « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Alors là, c'est silence radio, parce que c'est incompréhensible. De conduire une voiture automobile, on voit à peu près ce que c'est. De conduire un projet, c'est un peu compliqué. Bon, en tous les cas, c'est exemplaire. Donc tout le monde y va. Alors groupe compétences, groupe analyse du travail, groupe public. Voilà, donc tout le monde y va. Bon, alors on fait du, vous savez, voilà, analyse de l'existant, problème, résolution de problèmes, solution. Voilà, bon. Tout ça est mis en débat, ça dure des mois. Et on arrive à vraiment une solution exemplaire. On met en place la solution exemplaire. Voilà. 3 semaines après, on constate de la violence, des grèves,
des agressions. Voilà. J'arrive tels euros dans cette affaire. Pour un truc que je vois, qu'on me fait voir, c'est dire, regardez, hein, eh ben, avant, on avait des pots de fleurs en argile, avec des vraies fleurs dedans. Hein, ça faisait partie du projet exemplaire. Accueil du public dans de bonnes conditions. Eh ben, on a été obligé d'acheter des fleurs en plastique, dans des pots en plastique, parce que quand on les reçoit à la figure, ça fait moins mal. Et en plus, la terre ne tombe pas sur les ordinateurs. Voilà. Donc avant, on avait... avant que j'arrive, on avait des ordinateurs comme ça. Et on recevait les gens assis, tu vois. Et tout d'un coup, ça se passait mal, parce qu'en fait, on avait quelque chose qu'on appelle procédure dématérialisée. Vous voyez ce que c'est, procédure dématérialisée? Donc, vous voyez pas ce que c'est. Donc ça, c'est simple. Je vais jouer au CCAS, là, tu vois. Monsieur Brunet, vous êtes chômeur exemplaire. La municipalité exemplaire vous offre un ticket de bus exemplaire pour aller chercher du travail et donc vous permettre de prendre le bus. Donc vous venez au CCAS pour chercher votre ticket de bus, ce qui est exemplaire. Voilà. Monsieur Brunet, j'ai besoin d'avoir la convocation à laquelle vous vous rendez. Ah ben je ne l'ai pas. Passez-moi votre carte de chômeur. Ah ben je ne l'ai pas non plus. Tu vois, alors tu as le gars qui est là, avec son ordinateur, tu vois, parce qu'il a besoin de rentrer les coordonnées de la convocation, les coordonnées de la carte de chômeur, et ensuite vous avez quelque chose de dématérialisé, tu vois, tu entends un petit bruit, et tu as un ticket de bus qui sort. Tu vois. Mais si tu rentres rien, tu n'as pas de ticket de bus qui sort. Tu vois. Et tu ne peux pas faire rentrer n'importe quoi parce qu'après, tu as quand même des gros problèmes lorsque tu fais tes statistiques. Tu vois. Et puis, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu vois. Tout ça, ça s'était appelé dans le programme sécurisation des échanges. De manière exemplaire. Tu vois. Donc, à ce moment-là, tu as le gars, il s'énerve. Tu vois. Alors, il n'y a plus de pot de fleurs. Vous voyez bien à quoi aurait pu servir le pot de fleurs. Il dit, mais je ne comprends pas votre truc, avant ça se passait bien. Ouais, mais enfin, maintenant c'est comme ça. Alors là, il commence à tirer les fils, tu vois. Vous allez voir, et puis il tire les fils. Tu vois. Donc après, tu n'as plus de fils. Tu mets des vitres. Tu vois. Donc tu reçois les mecs de manière exemplaire avec des vitres. Enfin, tu réinventes les hygiaphones. Voilà. Et puis, je continue. De toute façon, c'est M. Brunet qui dit ça. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Avec vous, ça ne s'est jamais bien passé. Alors là, tu apprends que dans le fond, tu as une stratégie dans le centre communal d'action sociale. Tu vois, tout d'un coup, on est dit, voilà, il ne faut pas que les gens perdent de temps. Donc, guichet unique. Guichet unique, tu vois, au lieu d'être spécialiste d'une prestation, d'un seul coup, tu deviens spécialiste de 5 prestations. D'un seul coup, tu vois. Mais de manière exemplaire, on t'a formé à ça. Je ne sais pas si vous voyez la charge de travail, charge mentale notamment. Bon. Et puis on continue. Donc tu prends un ticket. Et alors là, tu as les guichets, alignés comme des nids de mitrailleuses, tu vois. Et puis tu as ton ticket à la main, tu vois. Et tu es fou d'espoir. Tu te dis, pourvu que je tombe sur celui qui est sympa. Tu vois. Et paf, tu tombes sur celui que tu as toujours essayé d'éviter. Et là, c'est ton jour, là, tu vois. Donc là, évidemment, oui. C'est un exemple. C'était quoi la question? Oui, c'est ça. C'était la participation à l'élaboration d'un projet collectif. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez bien que ce que je veux vous dire par là, c'est que on n'a pas dit ce qu'on faisait au consultant. On ne lui a pas dit ce qu'on faisait. On lui a dit ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et la participation, c'est résumé à ça. Qu'est-ce que vous faites?
Le mec il dit je distribue les tickets de bus. Ça se passe bien? Ah ben non, ça se passe pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des emmerdeurs. Qu'est-ce qu'on dit pas? On dit pas ouais, attention, monsieur Brunet, on le connaît, ça fait 10 ans qu'il est chômeur, tu vois. On le connaît, mais c'est un brave gars. C'est un brave gars. Alors, il n'a pas sa carte de bus. Écoutez, monsieur Brunet, on vous donne un ticket, mais la prochaine fois, vous allez revenir avec la convocation. Puis on a confiance. On a un peu confiance. Mais là, on ne peut plus. Parce que tu as beau avoir confiance en monsieur Brunet, si tu ne tapes pas son numéro, tu t'en sors pas. Parce que c'est vraiment pénible aussi d'avoir affaire à monsieur Brunet. Non ? Parce que c'est toujours les mêmes, ils n'ont jamais leur ticket, etc. Alors, on sait qu'on se fait avoir, mais dans le fond, c'est pas très grave de se faire avoir un peu, mais pas trop, tu vois. Donc tu définis un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Mais ça, tu n'en parles jamais au consultant. Tu n'en parles jamais au consultant, vous ne devriez rien comprendre. C'est un spécialiste de la conduite de projet. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc ça veut dire que dans cette relation-là, c'est une œuvre. Ça Oui. permet au guichetier et puis à M. Brunet de construire une œuvre commune. C'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Autrement, c'est pris par la procédure. C'est-à-dire qu'on s'est piégé, vous voyez. On peut le vivre comme ça, c'est-à-dire que finalement, l'heure est grave. Voilà. Nous sommes tous devenus ingénieurs. Mais si, nous avons rompu avec justement tout ce que décrit les sciences humaines. Pour reprendre Winnicott, nous sommes devenus de faux self, de faux humains. C'est-à-dire que nous résumons nos relations au titre d'une étiquette sociale qui se veut rationnelle. Voilà. D'accord. Merci pour cette information. Donc participer n'est pas adhérer. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur l'exemple des cyclistes qui se croisent, que j'ai compris. Donc, enfin, je crois que j'ai compris. Donc, vous avez dit il y a deux façons d'aborder le problème. Il y a la manière ingéniériste ou physique, probabiliste. On va chercher pourquoi, comment ils ne vont pas se croiser. Puis après, il y a la manière, je dirais, intuitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de calculer. Finalement, ils vivent dans le même monde ou la même société. Et finalement, ils vont mettre en place un schéma intuitif, peut-être, pour s'éviter. Donc, et puis, vous avez dit, il y a on a mis en place le code de la route. Donc, finalement, est-ce que vous pensez qu'on a eu raison ou pas? Et est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a beaucoup de codes finalement chez nous, les codes de travail, etc. Bon, donc finalement, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut imaginer une société sans code de la route, je pense qu'il y en a d'ailleurs, sans code du travail, puis bon, il y a les autres. Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? Ah oui, excusez-moi. Donc, docteur Tripodi, je suis praticien en médecine du travail au CHU de Nantes. D'accord. Et je travaille avec le professeur Roclor au Lest. D'accord. Bon, cette affaire-là est un peu compliquée. Je vais essayer d'y répondre. Je pense qu'il faut s'entendre sur le terme de code. En fait, bon. Je veux dire que le code du travail, le code de la route, en fait, c'est pas la même chose que le code d'honneur, par exemple. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que moi, j'ai pas énormément d'avis. L'avis que j'ai sur les codes, la multiplication des codes, la multiplication des règles, la multiplication des règlements, la multiplication de... je pense qu'il faut le prendre comme le signe
de ce que Weber appelle un désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'on va transformer en gros un code d'honneur en code de la route. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le code de la route pour être ensemble, pour essayer d'être ensemble. Et ça pose beaucoup de soucis parce que la route n'est pas vécue comme un espace de l'être ensemble par les conducteurs, enfin tous les gens qui travaillent sur le code sur la route savent ça. Alors que précédemment, on peut imaginer que ce qui fait que les cyclistes ne se heurtent pas, c'est qu'ils partagent une institution, ce qui n'est pas un code. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé des raisons, je reprends le terme, des raisons stables et permanentes d'être ensemble, qui leur permet d'anticiper. Prenez un autre exemple. Je veux dire que moi je crois que le code s'applique dès lors que cette institution disparaît. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que, prenez je prends un exemple. J'ai rencontré dans une enquête quelqu'un qui était totalement terrorisé tant que son chef n'était pas arrivé. Bon, je ne pose pas la question de savoir s'il avait raison ou pas raison, hein, mais simplement, qu'est-ce qu'il racontait? Ce qu'il racontait, c'est ce que racontent parfois les enfants aussi de leurs parents. C'est on ne sait jamais comment il va être. On ne sait jamais comment il va être. Alors ça, c'est le degré zéro de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a impossibilité d'anticiper sur le comportement de l'autre. On ne sait jamais comment il va être. Et c'est terrorisant. Vous comprenez? Alors, quand on constate ça, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des codes. Enfin, ceux dont vous parlez. On met en place des règlements. Voilà. On met en place des règlements. Moi, une fois, je suis rentré dans le bureau d'une surveillante, on appelait comme ça à l'hôpital, où c'était marqué sur son mur, on laisse ses problèmes personnels à la porte. Je suis ressorti. Je m'estimais être un problème personnel. Vous comprenez? Mais on voit bien ces tentatives-là, tu vois. Mais pourquoi elle mettait ça? Parce qu'elle ne savait pas quoi faire, tu vois. Quand quelqu'un lui racontait un truc, elle ne savait pas quoi faire. Ça la terrorisait. Donc le mieux, c'était de ne pas en faire, tu vois. Alors que, voilà, elle aurait été capable d'anticiper, au sens où Weber en parle, ce qui allait se passer, il n'y avait aucun problème. On pouvait se parler. Ben, je pense que là, tu termines bien. Il faut apprendre à se parler en tant qu'être humain. Et en tout cas, c'est le projet aussi qui nous tient à cœur, dans le sens où on parle souvent du risque et de la parole, mais le risque, c'est de parler. Tu as pris ce risque, en tout cas, Dominique, de nous développer par ce que tu entendais par facteur humain et rationalisation du social. On voit bien que tu l'as fait dans une pensée philosophique, mais en fin de compte très appliquée, puisqu'on peut très bien chacun faire le point sur ce que l'on vit au quotidien. Merci pour ton intervention. Et puis nous vous invitons pour la prochaine fois sur une prochaine conférence qui traitera avec Sandrine Caroli, qui est ergonome donc, à Grenoble, sur l'activité collective, une ressource pour la santé, avec derrière justement cette action collective. Ça rejoint un petit peu, je pense qu'elle va te rejoindre d'une autre façon, mais qui poursuivra notre quête, qui est donc de comprendre cette question de la prévention et de la santé au travail à travers justement cette dimension collective. On parle toujours d'une logique individuelle, d'une rationalisation de la gestion de manière individuelle, mais elle réhabilite la dimension collective. Merci beaucoup pour cette
cette présence et votre fidélité à ces soirées. Et puis donc, au 10 mai. Merci en tout cas, Dominique.